Eh bien, je commencerai, madame, par m'excuser, les ans en sont la cause, de vous avoir obligé à ce long voyage pour enregistrer ce que je tenais à dire pour commémorer le souvenir de ma collègue et amie Monique Noulin, qui a tant apporté à notre ergonomie de Paris 1. Je le ferai d'abord en rappelant le contexte historique dans lequel elle est intervenue. Et cela va me conduire à évoquer la naissance d'un concept, le concept d'ergonomie globale, qui caractérise notre groupe. Et puis je montrerai comment la psychologie innovante de Monique Noulin a jeté un pont entre les sciences biologiques et les sciences humaines et sociales. Bon, entre nous, soyons brefs, entre la physiologie de Rabi et la sociologie de Guérin et l'économie de Hubaut. Commençons donc par le commencement. Nous sommes en 1960, j'ai 45 ans, 20 ans d'ancienneté dans les charbonnages. Je suis pneumophysiologue, je dirige à Alès, dans le Gard, un hôpital où je traite les silicotiques atteints de complications cardiaques ou tuberculeuses. Mais j'ai déjà pourvu à mon remplacement parce que je sais, comme on dit en province, que je vais monter à Paris. En effet, les charbonnages de France viennent de me demander de les représenter à Luxembourg auprès de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui plus tard se fondera dans la Communauté économique européenne à Bruxelles. Alors pour l'heure, à Luxembourg, je me trouve dans des commissions de recherche qui traitent de la sécurité du travail, qui traitent de l'ergonomie. Et j'y rencontre des experts qui sont des médecins, qui sont des psychologues, qui sont des sociologues, qui sont des ingénieurs, qui viennent des différents pays de la communauté, je veux dire, de l'Italie, de l'Allemagne et du Benelux. Alors nous discutons, et c'est là, dans ce creuset, que je commence à imaginer une ergonomie qui ne serait pas seulement multidisciplinaire, comme l'exigeait Meurel dès 1949, mais véritablement globale, c'est-à-dire acceptant de mettre en cause tous les facteurs, individuels et collectifs, qui sont responsables des inadaptations industrielles. Alors si l'on compare cela à un enfantement, on peut dire que nous sommes là au moment de la conception. Mais une conception qui va être suivie d'une gestation de 10 années et de 10 années de recherche, qui sont des recherches multidisciplinaires, qui sont menées sur le terrain, et même au-dessous, puisqu'on est dans les mines,
Et en effet, grâce à l'appui auquel je rends hommage de Jean-Jacques Jarry, alors médecin-chef des charbonnages de France, et grâce aussi aux subventions de la CECA, je puis créer ce que j'ai appelé le Centre d'études et de recherche ergonomique minière, abréviativement le CEREM. Et j'ai eu les moyens de recruter une équipe de recherche associant un ingénieur des mines, un médecin psychologue, un sociologue et un psychophysiologiste. Bon, nous avons donc mené beaucoup de recherches. Je peux en citer peut-être deux pour faire comprendre l'étendue de notre domaine. Par exemple, on a mesuré la dépense énergétique des travaux miniers. Ça veut dire que nous avons enregistré en continu pendant toute la durée du poste de travail les mineurs appartenant à différentes spécialités, de façon à calculer leurs dépenses énergétiques. Et nous avons été surpris de constater que, quelle que soit la spécialité, cette dépense se correspondait à 2000 kilocalories par poste. Et cela, nous l'avons retrouvé en Tchécoslovaquie, nous l'avons retrouvé en Angleterre. Il ne s'agit pas d'un seuil d'épuisement, pas le moins du monde. La preuve, c'est que dans les travaux forestiers, on dépense jusqu'à 3000 kilocalories en moyenne. Il s'agit de quoi? Il s'agit de cette quantité de fatigue que les travailleurs, et tous les travailleurs, ont estimé devoir consentir à leur direction pour justifier leur salaire. Et puis cela, quelles que soient les objurgations de la direction, qui sont absolument sans effet. Une autre recherche porte par exemple sur le travail de nuit. Alors là, nous avons enregistré par électroencéphalographie tout et pendant toute la durée du sommeil et à leur domicile le sommeil des travailleurs de jour et le sommeil des travailleurs de nuit. Alors bien sûr, on a retrouvé les résultats auxquels on s'attendait. Diminution importante du sommeil paradoxal lorsque le sommeil intervient le jour. Et alors, fiers de ce résultat, nous avons envoyé à Genève, au BIT, un rapport condamnant le travail de nuit, sans effet. Sans autre effet que, 2 ans après, les syndicats français ont obtenu que les femmes qui, normalement, n'étaient pas autorisées à travailler la nuit, vont maintenant pouvoir le faire pour améliorer leurs chances de promotion. Or ça, c'est un petit exemple de ces désaventures qui interviennent dans la recherche ergonomique. Mais enfin, toutes ces recherches nous ont amenés à concevoir
une épistémologie multifactorielle dans laquelle nous faisons intervenir toutes les spécialisations en cause. Et j'en ferai état, quelques années plus tard, en 1974, sous le titre « Leçon d'ergonomie industrielle, une approche globale ». Mais il faut que je revienne un peu avant, en 1970. Alors, dans les charbonnages français, l'heure n'est plus aux innovations méthodologiques, même ergonomiques. La profession est condamnée. Les mines ferment et cela entraîne la fermeture de mon CEREM. Si je replace ça dans un processus d'enfantement, je dirais que la gestation est maintenant terminée. La naissance peut se produire. Et elle se produit en effet grâce à l'amicale suggestion de mon ami Wissner, qui fait en sorte que l'université de Paris 1 prend le relais et le prend doublement. D'une part, à l'UR12, l'UR12 enseigne aux conseillers du travail. Là, le professeur David, un juriste, me confie un cours de médecine du travail que, sans trop le lui dire, je transforme immédiatement en cours d'ergonomie. Et puis d'autre part et surtout, au Centre d'éducation permanente de Paris 1, le professeur René Passet, qui est un économiste, me donne les moyens de recruter, de créer d'abord un département d'ergonomie et d'écologie humaine et de recruter une équipe que vous connaissez bien, qui comprend François Hubault comme économiste, Michel Raby comme physiologiste, et un peu plus tard Monique Noulin, la métrologie ergonomique étant assurée par Marcel Brion et Sylvette Moreau. Eh bien voilà, je n'ai pas à aller plus avant, parce que tout le reste, vous le connaissez, vous l'avez vécu de façon contemporaine. Mais toutefois, je voudrais faire 3 remarques en terminant. La première, c'est que cette globalité de l'approche est une caractéristique de l'ergonomie francophone. Elle ne se rencontre pas ailleurs et pas en particulier dans les pays anglo-saxons. La seconde, c'est que l'association constante de la recherche et de l'enseignement, la première, la recherche, conditionnant le second, l'enseignement, se retrouve dans plusieurs écoles ergonomiques proches de la nôtre. Et je pense à Wissner au CNAM, je pense à Christol à Toulouse, je pense aussi à Schwarz à Marseille.
Mais par contre, l'introduction de l'économie dans l'espace multidisciplinaire est spécifique de Paris 1. Et elle a l'énorme avantage d'inclure les sciences sociales traditionnelles, mais en même temps de les dépasser. J'en ai terminé avec mon historique et j'en viens maintenant à Monique Noulin. Celle-ci intègre l'équipe un peu tardivement en 1981, si bien que d'autres intervenants qui ont été associés plus longuement que moi à son enseignement et à ses recherches diront la qualité et la richesse de son apport à l'œuvre commune. Mais je voudrais du moins rappeler les débuts de son parcours et souligner le rôle essentiel que la psychologie qu'elle incarnait a joué dans la cohésion finale de notre équipe ergonomique. Je le ferai très simplement en référant à ce traité d'ergonomie qui fut alors considéré comme le manifeste de notre école. Il a connu 2 éditions, l'une en 1987, l'autre en 1996. Et si l'on compare les 2 éditions, on saisit parfaitement l'évolution de Monique Noulin et sa progressive intégration dans l'équipe multidisciplinaire. En 1987, Monique Noulin se comporte encore comme une psychologue de stricte observance lorsqu'elle détaille les méthodes utilisées par la psychologie individuelle traditionnelle. Et pourtant, une certaine inquiétude perce à travers les lignes. Elle évoque, en effet, je suis en train de citer maintenant, une méthode clinique qui doit éviter l'écueil du psychologisme, c'est-à-dire la tendance à interpréter les comportements observés par la personnalité propre de chacun. Et surtout, elle reconnaît que le travail comme objet d'étude spécifique intégrant des données non seulement psychologiques, mais également techniques, organisationnelles et sociales, pose des problèmes épistémologiques similaires à ceux de la psychologie sociale. Il y a donc déjà une ouverture, mais qui se complète en 1996. Là, la conversion est beaucoup plus large aux multidisciplinarités et à la nécessité d'un travail en équipe. Cette conversion est totale, si totale même, qu'un chapitre fondamental consacré à l'analyse du travail en ergonomie paraît sous les signatures conjointes de Michel Raby
de Monique Noulin et de François Humeau. Donc, la globalité de l'enseignement est réalisée. Mais évitons toutefois un contresens. Cet abîme que Maine de Biron décelait déjà entre la physiologie et la psychologie persiste inchangé. Par contre, l'introduction de la psychologie individuelle et sociale comme moyen terme entre la biologie et l'économie permet d'établir un continuum épistémologique, ce continuum que requiert la multidisciplinarité ergonomique. En somme, il s'agit d'une unité de méthode et non d'une unité de contenu. Pour nous en tenir à l'ergonomie, professée à Paris 1, nous avons, en une trentaine d'années, recouru tour à tour à la théorie de l'information de Faverges, qui est une philosophie, au systémisme de von Bertalanffy et à l'auto-organisation de Varela. Mais nous sommes restés sur notre faim et il faut maintenant innover et plus largement. À quelle médiation philosophique faire appel? Recours que nous préconisons à la phénoménologie et plus précisément à la pensée de Merleau-Ponty telle qu'elle s'exprime dans son dernier ouvrage, Le visible et l'invisible, qui a été publié en 1964. Ce que nous suggère essentiellement Merleau-Ponty, c'est que ce médiateur attendu, qui réunira le mental et le neuronal, en une autre lecture le psyché et le soma, c'est très simplement le corps de l'homme. Écoutons-le. Je cite. « Oui ou non, avons-nous un corps, c'est-à-dire non pas un objet de pensée permanent, mais une chair qui souffre quand elle est blessée, des mains qui touchent. Nous disons donc que notre corps est un être à deux feuillets, d'un côté chose parmi les choses, et par ailleurs celui qui les voit et qui les touche. Nous disons, parce que c'est évident, qu'il réunit en lui ces deux propriétés, d'où sa double appartenance à l'ordre de l'objet et à l'ordre du sujet. Et finalement, le corps n'est fondamentalement ni une chose seulement, ni un voyant seulement. Il est la visibilité, tantôt errante et tantôt rassemblée. Tout est dit, n'est-ce pas? Et magnifiquement. Il n'y a rien à ajouter. Si ce n'est cette simple conclusion qui résume l'ensemble de mon intervention, il existe une philosophie de l'homme, et même plusieurs. Mais il n'existe pas une science de l'homme, mais seulement des multidisciplines.
L'ergonomie n'a été qu'un moment dans une évolution, ça a été un moment qui n'a existé qu'en France, où les antécédents de la médecine du travail, les luttes sociales qu'il y a eu en 1936, les luttes sociales qui sont intervenues et les luttes universitaires qui sont intervenues en 68 et tout ça a créé une atmosphère passionnelle. Mais ce sont des épisodes, ce sont des choses transitoires. Ce qui compte, c'est la façon dont un homme est présent à un environnement. C'est un homme avec ses aspirations qui est en face d'un monde qui l'exploite et le fait vivre. Il n'y a pas de raison que les modèles qui valent pour un travailleur d'industrie ne valent pas pour un paysan ou pour un comptable. C'est la même chose au plan scientifique. C'est un homme en présence d'un environnement, c'est l'écologie humaine. Et chaque fois que vous spécialiserez les choses en s'occupant de la façon dont on manie un marteau, de la façon dont on freine une chaîne de production, ou de la façon dont on se fatigue mentalement à faire des écritures, vous êtes en dehors de l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence d'un homme qui vit dans un environnement qu'il exploite lui et qu'il exploite lui-même. C'est cette relation fondamentale que j'appelle l'écologie humaine qui est essentielle. Et là, tout ce qui fait partie du discours, tout ce qui fait partie de la politique, tout ce qui fait partie des jeux quelconques, ça disparaît fondamentalement. Ce qu'il y a, c'est un homme face à un univers et un homme qui sait qu'il va mourir. C'est cela le modèle qu'il faut s'imposer. Donc un homme qui n'a pas d'espérance. C'est très important ça. Très important, c'est ridicule de voir les gens s'imaginer qu'ils ont un avenir. Ils n'ont pas d'autre avenir que la mort. Et c'est la sagesse de faire en sorte que l'on accomplisse tout ce que l'on a en soi avant ce moment. La médecine du travail, c'est pas l'hygiène. L'ergonomie, ça n'est pas l'écologie. Ce sont des spécialisations à l'intérieur qui ont été des moments où on a joué pour des raisons politiques et économiques pour les faire intervenir. Et bon, mais tout ça n'a aucune importance. Ce qui a d'important, c'est le jeu d'un être qui va mourir ou qui va vivre, qui va s'expliciter, qui va, etc., dans un environnement quel qu'il soit. Et les règles fondamentales, c'est ce jeu de l'homme avec l'environnement. Et à ce moment-là, il faut creuser, il faut arriver à trouver la philosophie parfaitement optimiste, extrêmement riche finalement, qui lui permet d'être au monde sans être mangé par le monde et sans le nier. Cet environnement, quel est-il? C'est pas lui qui l'a façonné. Bon, il a façonné, c'est l'histoire qu'il a fait. Il faut jouer avec. Et jouer avec, ça veut dire découvrir dans cet environnement des possibilités de créer, de s'améliorer, de créer, de jouer avec. C'est un jeu. Finalement, c'est un jeu. C'est pas autre chose. C'est un jeu qui permet à la personnalité de l'homme de s'enrichir en jouant comme il peut
avec ce qui l'entoure, en acceptant ce qu'il doit subir, en refusant ce qu'il ne peut pas tolérer. C'est un combat, c'est une acceptation. Ici on me paye, ici je m'oppose. Bon, tout ceci n'a espèce d'aucune importance. Ce qu'il faut, c'est qu'avoir présent à l'esprit que l'on est une unité temporaire qui doit produire en matière de créativité ce qui lui a été donné. Il n'y a pas d'autre morale. Ne pas accepter de limiter sa créativité, ses possibilités, et ne pas les utiliser pour servir des partis, pour servir des puissances. On n'est pas des puissances, nous. Notre seule puissance, c'est la pensée, et la pensée doit être indépendante. Et notre valeur, c'est d'avoir pu penser seul. Excusez-moi, mais... Quand l'ingénieur devient ergonome, il n'est plus ingénieur. Quand il devient médecin du travail, il n'est plus du travail, il est médecin. C'est-à-dire qu'on restitue à des gens qui sont prisonniers de modèles socio-économiques, car le médecin du travail est un prisonnier du système socio-économique. Il est même intéressant de savoir que les chaires de médecine du travail se sont toujours opposées à l'ergonomie. Toujours. Non, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que le médecin, l'ingénieur, le sociologue, l'assistante sociale aussi bien, ont en eux des moyens, ont en eux des aspirations qui ne sont pas ceux de l'entreprise. Donc ils apportent dans l'entreprise des motivations qui ne sont pas celles dont l'entreprise a besoin. Donc ils ont besoin de se faire pardonner d'être là. Alors, ils se font pardonner en augmentant la production, et c'est ce que fait l'organisation scientifique du travail, où l'ingénieur dit oh, moi je vous augmente la production. C'est tout ce qu'on lui demande. Dès lors, c'est ça. Hein? Bon. Le médecin, il arrive et il dit moi je vais vous éviter de faire des maladies professionnelles, parce que ça coûte très cher à l'entreprise, c'est payé maintenant. Quand il n'y avait pas de maladies professionnelles, il n'y avait pas de médecin du travail. Moi j'ai vécu la silicose, un drame. C'est extraordinaire de savoir combien les silicotiques sont morts entre 1930, après la guerre de 14, entre 1920, dans toutes les houillères du Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine et des Cévennes. Ils sont morts en masse, étouffés par les poussières, parce que ça produisait davantage. Bon. Vous croyez que les médecins sont intervenus? Aucun. Il n'y en a eu qu'un, qui était mon maître, qui était le professeur Magnin à Bessèges, qui entre 1935 et 1937 a dénoncé, ayant fait des études sur la silicose en Afrique du Sud, a dénoncé la silicose. Mais quelle a été la réplique des directeurs? Ils ont payé des professeurs pour dire que la silicose n'existait pas, que c'était une tuberculose. Donc que ça ne se payait pas, puisque ce n'étaient pas les mines qui étaient responsables. Nous avons eu un combat de 15 années, mais c'est là que j'ai pris conscience du fait qu'il n'y a pas de conscience dans une entreprise économique. Ça n'existe pas. Vous tuez les gens si ça ne coûte rien. Et ce n'est que le jour où la silicose a été maladie professionnelle reconnue qu'on l'a combattue. Jusque-là, on étouffait les gens avec les poussières. Comprenez, ce sont des choses qu'on ne dit pas, mais qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de
comment dirais-je, d'accord de complicité entre l'intérêt économique et l'intérêt humain. L'ergonomie telle que nous la concevons est une spécialité francophone. Comment c'est né? Eh bien, cette ergonomie a pris au vol, on peut dire, l'idée de Meurel de créer une multidiscipline pour s'occuper des problèmes du travail. Bien. Moi, j'ai fait partie de la société d'ergonomie anglaise, l'Ergonomics Research Association. Tout à fait au début, la SELF, la Société d'ergonomie de langue française, n'existait pas encore. Ça devait être vers 53 ou 55. Et j'ai constaté qu'il y avait une séparation, une scission. Nous étions 2 ou 3 Français seulement. Il y avait une scission entre les psychologues et les physiologistes, c'est-à-dire ils ne réussissaient pas à faire une multidisciplinarité réelle. Meurel avait dit qu'il y aurait une multidisciplinarité, mais il se gardait de dire si celle-là irait de la physiologie à la psychologie. Il disait seulement prenez la psychologie individuelle et élargissez-la au social. Prenez la médecine et élargissez-la à l'hygiène. Comprenez? C'était un élargissement des spécialisations sans conduire nécessairement à la globalité. En France, nous avions quelque chose qui était tout à fait particulier, qui n'existait pas ailleurs. C'est la médecine du travail, créée en 1917 pour remettre au travail les blessés de la guerre de 14. C'était à ce moment-là Duvoir à Paris, Leclerc à Lille et Mazel à Lyon, qui ont donc créé ensuite des chaires de médecine du travail. Comment ont-ils pu faire un enseignement? La chose est classique. La médecine est une bonne mère très large. Alors, ils se sont associés à la médecine légale, ce qui n'avait rien à voir avec leurs problèmes. La médecine légale, la médecine du travail, rien à voir. Mais ça leur a donné des chaires. Et lorsqu'ils ont fait des chaires, ils ont fait des enseignements. Et il y a eu une multitude de médecins du travail qui ont été formés ainsi par des professeurs de très bonne qualité qui leur ont appris tout à la fois à prévenir les maladies professionnelles et en même temps, puisqu'il y avait une orientation de médecine légale, et en même temps de bien respecter les institutions. Il ne s'agissait pas de faire une révolution. Et la médecine du travail a été très utile pour prévenir les grandes maladies, mais lorsque la médecine du travail s'est affrontée à la silicose, les médecins du travail, et malheureusement c'était mes confrères, ont tourné Kazakh. On dit que la silicose n'existait pas et que c'était une tuberculose silicifiée. C'est cette révolte-là qui, profonde, véritablement, qui m'a conduit à créer, moi, dans les charbonnages, l'ergonomie. Et pourquoi? Parce que les charbonnages étaient nationalisés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça devenait autre chose. Ce n'était plus l'intérêt économique qui les dirigeait, mais il y avait un équilibre entre les syndicats ouvriers et les patrons qui, à ce moment-là, n'étaient pas intéressés financièrement à leur entreprise. Ce n'étaient pas des gens d'argent, c'était des ingénieurs des mines.
qui faisaient leur boulot de fonctionnaires. Du jour où on a fonctionnalisé les charbonnages de France, l'ergonomie pouvait intervenir comme une forme détachée des préoccupations économiques pour se consacrer à des préoccupations humanitaires. J'ai consacré plus de temps à abattre les poussières de charbon au fond de la mine que de soigner les silicotiques dans un hôpital. Mais nous avions fait reconnaître la silicose comme maladie professionnelle en 1945, et c'est Magnin et moi qui l'avons fait reconnaître. Alors que tout le monde disait c'est une tuberculose. Et à partir de ce moment-là, on a combattu les poussières. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la médecine du travail a été mise au service du patronat. Et à ce moment-là, le patron n'a jugé qu'une chose, c'est que c'était intéressant de prévoir les maladies professionnelles parce que ça coûtait des sous. Par contre, il ne s'est pas intéressé à l'hygiène. Pour lui éviter d'avoir à payer les désordres, les maladies professionnelles, mais il a refusé, et c'est là où Wissner est intervenu, il a refusé de prendre des précautions pour éviter la fatigue des travailleurs, parce que ça, c'est pas monnayable. Et Wissner est intervenu, il faut lui rendre hommage, au CNAM, en faisant en sorte que le patron se soit dit aussi, ah oui, mais on peut aller un peu plus loin que de s'occuper des maladies professionnelles, on peut aussi faire en sorte que l'ouvrier soit moins fatigué. Bon, ça se monnayait pas, et l'ergonomie est partie de là dans l'industrie. Une acceptation par le patron qui pensait que la production serait améliorée si le type était moins fatigué. Mais c'était pas si mal, malgré tout, de faire, comme l'a fait Wissner à la Régie Renault, une amélioration des chaînes, ce qui ne modifiait pas les chaînes en tant que telles, une amélioration du human engineering du poste de conduite, des choses comme ça, c'est utile, c'est pas dangereux, ça va pas très loin, mais c'est l'ergonomie. C'est une ergonomie qui n'est pas poussée par des impératifs économiques, mais uniquement par des impératifs humanistes. Et pas par des impératifs politiques, parce que les syndicats, je l'ai dit à propos de ce qui s'est passé pour le travail de nuit, les syndicats vont contre l'ergonomie s'ils estiment que leur intérêt, c'est que la femme travaille la nuit, même si elle se crève, parce que ça ouvre des possibilités de promotion. Ne jamais jouer le jeu des pouvoirs, puisqu'on n'a pas de raison d'être inféodé ni à l'un ni à l'autre. Être par conséquent dégagé des pouvoirs et n'apporter que le pouvoir de la connaissance. Qu'il y a une clause que je suis le seul peut-être encore à recommander, c'est qu'aucun ergonome ne doit faire un rapport qui ne soit adressé simultanément au même moment à la direction et au pouvoir syndical. Au même moment. De telle sorte que l'un ne puisse pas prendre l'avance sur l'autre. Et que les pouvoirs politiques, contradictoires, soient obligés de se saisir ensemble de ce problème et ne puissent pas l'évacuer. Et ça, vous le trouverez dans tout mon enseignement. Non, c'est l'approche qui est globale. Qui est l'approche globale parce que l'homme, il est nécessairement une unité, l'unité d'une personne. Donc,
ce n'est pas tellement de le réconcilier entre deux moitiés de lui-même, ça non. Elle l'est essentiellement quand il meurt, quand il vit et quand il meurt. Non, c'est pas ça. L'unité, c'est dans la façon d'investiguer cet homme, c'est-à-dire de prendre en compte son corps, de prendre en compte ce qu'on appelait autrefois son âme, ou tout ce que vous voulez, sa culture, ou ses antécédents, et tout ça, c'est de faire en sorte que l'on puisse maîtriser ce qui l'anime, de façon à pouvoir corriger les dysfonctionnements, étant entendu que l'homme, de toute façon, bon, il est global par lui-même. Et quand il n'est plus global, c'est-à-dire quand il a été éclaté par les pouvoirs qui sont exercés sur lui, il a cessé d'être un homme, il est devenu un esclave, un exécutant, si vous préférez le terme. Au point de vue littéraire, esclave est plus joli. C'est toujours plus riche de parler poétiquement que de parler analytiquement par la science. Et la véritable globalité, c'est une poésie. Le fond de l'ergonomie, c'est une justification. Quand je fais de l'ergonomie, je me justifie par rapport au scandale que constitue notre société moderne. Je me justifie parce que j'apprends, au fond, oui, ça évoque presque des souvenirs bibliques. J'ai l'innocence d'évacuer ce que l'on m'impose de l'extérieur pour chercher à sortir ce que je peux avoir en moi. C'est ça. Et en somme, en quelque sorte, s'en servir pour influencer ce qui m'entoure. Et ça, c'est le propre de l'écologie. Hein. Bon, j'ai l'air, bien sûr, enfin, je ne veux pas tourner au curé, mais non, c'est comme ça que j'ai toujours envisagé les choses. La médecine d'abord, la lutte contre la silicose ensuite, c'est une posture culturelle. Ça n'existe pas. Tout cela ne touche en rien l'ergonomie, parce que l'ergonomie, c'est fondamentalement une philosophie de l'homme au travail. Donc, le reste, ce n'indique seulement qu'il faut recourir à telle ou telle spécialisation pour faire face à tel ou tel problème particulier. Mais fondamentalement, c'est toujours l'homme en face d'un environnement. C'est pour ça que la véritable ergonomie est une écologie. Car dans l'écologie, vous trouvez déjà la totalité des moyens d'agir sur les environnements sous une forme générale, mais qui comporte déjà la multidisciplinarité qui permet de faire le tour des besoins de façon à pouvoir tâcher de les satisfaire si on peut. La spécialisation n'existe plus au niveau de l'ergonomie. Et tous les défauts de nos prédécesseurs, qu'il s'agisse des physiologistes du travail, qu'il s'agisse des psychologues, même comme Leplat par exemple, qui est un type exceptionnel, ou Faverges qui n'a jamais accepté qu'à côté de lui intervienne un physiologiste, et cependant c'est un esprit magistral, ou tout ce qui concerne Monod, qui est un bon physiologiste, mais qui a recruté à grand-peine quelques non-physiologistes pour étoffer sa chair. Tout cela ne veut rien dire. Quand on se pense à une ergonomie globale, on pense à quelque chose de beaucoup plus fondamental que l'accident. L'accident, c'est telle et telle forme spécialisée d'application. Mais fondamentalement, c'est un homme en face d'un environnement qui décide
parce qu'il est un homme, de faire intervenir tout à la fois et les éléments de physiologie, et les éléments de psychologie, et de sociologie, et d'économie, et tout ce qu'on voudra. Même, même l'histoire, même la culture, etc. Peu importe. Il s'agit de reconstituer, en somme, la personnalité de quelqu'un à laquelle on veut permettre de s'épanouir. Voilà, il n'y a pas d'autre définition de l'ergonomie.